Une jeune fille affirme que les athlètes, les astronautes et les chanteurs ne naissent pas avec leur profession. Mais lorsqu'il s'agit de sorcellerie, elle n'en est pas si certaine. En regardant le ciel avec bonheur, elle s'avance dans un lac très peu profond et verse dans l'eau une bassine remplie d'un étrange liquide. Après cela, elle commence à laver des vêtements à l'endroit où le liquide s'est mélangé à l'eau. Lorsqu'elle remarque un cerf observant toute la scène, la petite fille s'excuse pour le désordre et promet que l'eau redeviendra bientôt normale. En effet, la source est imprégnée de magie, et dès que la fillette quitte l'étang, l'eau subit une réaction miraculeuse et redevient exactement comme avant. L'animal en profite alors pour étancher sa soif. Pour des raisons comme celle-ci, et bien d'autres encore, la fillette est profondément amoureuse de la sorcellerie et ne manque jamais de l'exprimer. En quittant la source, elle réfléchit au fait que la magie circule dans tout le monde, comme un miracle pratique et indispensable. Quant à son fonctionnement, elle n'en a aucune idée. Seules les sorcières le savent. En tant qu'humaine, elle ne peut que recevoir la magie comme une bénédiction, sans pouvoir devenir elle-même une sorcière. Lorsqu'elle rentre chez elle, la jeune fille montre à quel point elle est obsédée par ce sujet. À chaque instant, elle se demande à quoi ressemblerait sa vie si elle pouvait lancer des sorts comme certaines personnes, se laissant emporter par cette idée. Elle attrape des draps propres sur la corde à linge et leur ordonne de se transformer en tapis volant, mais rien ne se passe, comme toujours. Au contraire, l'un des draps est emporté par le vent, lui causant bien des soucis avant qu'elle ne parvienne à le récupérer. En le rattrapant, elle aperçoit une incroyable carrosse dans le ciel, tirée par 2 chevaux munis d'ailes poussant sur leur tête. Émerveillée, elle ne peut détacher son regard de ce véhicule et suit chacun de ses mouvements jusqu'à ce qu'il atterrisse. Sans perdre une seconde, elle court à l'intérieur pour annoncer à sa mère l'arrivée du carrosse ailé. Mais en ouvrant une porte, elle percute accidentellement un homme vêtu d'une robe étrange. Profondément embarrassée, elle s'excuse, mais le jeune homme lui répond gentiment que c'était sa faute à lui d'être resté là. Dans la pièce, plusieurs femmes examinent des tissus venus d'Oxalis et d'Erion. La fillette est ravie en comprenant qu'il s'agit des clients arrivés dans le carrosse ailé. En voyant sa fille, sa mère lui demande, Coco, de venir aider, puis demande à l'homme ce qu'il souhaite. Il répond qu'il aimerait un tissu de couleur fumée, mais qu'il peut revenir plus tard si la couturière est occupée. À ce moment-là, Coco propose de prendre ses mesures, ce que sa mère confirme comme étant l'un des talents de sa fille. Cependant, les deux hésitent lorsque Coco demande si elle pourra voir le carrosse ailé une fois le travail terminé, car elle a l'habitude d'importuner les clients avec ses rêves de devenir sorcière. Malgré tout, Coco promet de rester silencieuse et de ne jeter qu'un rapide coup d'œil. Sa mère finit par accepter, au grand bonheur de la jeune fille, qui se met immédiatement à prendre les mesures de l'homme. Le papier en main, elle court à l'atelier pour terminer le travail rapidement, mais sans négligence. Au contraire, Coco fait preuve d'un talent impressionnant, traçant et découpant avec une précision presque chirurgicale. Le client est si impressionné qu'il ressent le besoin de voir lui-même le résultat. À ses yeux, cela relève de la magie, même si tout le monde sait que ce sujet est le point faible de la pauvre fille. Coco explique rapidement que la vraie magie est quelque chose de bien plus mystérieux, éclatant, précieux, beau et sacré que le simple travail d'une artisane. Sa réaction inattendue fait comprendre à l'homme à quel point elle aime la magie, et il insiste pour savoir pourquoi elle y tient tant. Coco lui raconte alors comment elle est tombée amoureuse de la magie. Un jour, alors qu'elle était plus jeune, sa mère l'avait emmenée à un festival organisé au château. Là-bas, elle rencontra une mystérieuse sorcière masquée qui vendait un livre de magie illustré. Dans son innocence, Coco pensait qu'il ne s'agissait que d'un simple carnet de dessin. Mais le sorcier lui fit une démonstration qui allait changer sa vie à jamais. Tout en offrant un véritable spectacle visuel, il expliqua que la magie est le miracle qui colore le monde. C'est le carrosse ailé qui traverse le ciel, l'eau pure des sources éternelles, et les pavés qui brillent sous nos pas. Complètement émerveillée, Coco décida d'acheter le livre et reçut même une baguette en cadeau. De retour auprès de sa mère, elle dut expliquer qu'elle était bien partie chercher le stand de fraises grillées, mais qu'elle avait suivi un papillon qui l'avait menée jusqu'à un sorcier. Et c'est ainsi qu'elle avait obtenu cet étrange livre. Remplie de joie, la petite promit qu'un jour, elle deviendrait une sorcière. Cependant, sa mère lui expliqua que, malheureusement, c'était un don de naissance, et non quelque chose que l'on pouvait acquérir avec le temps. Coco protesta en affirmant qu'elle possédait ce pouvoir,
puisque le sol brillait sous ses pas. Sa mère lui proposa alors un marché. Si le sol continuait de briller jusqu'à leur maison, cela signifierait qu'elle était réellement une sorcière. Sinon, elle devrait accepter qu'elle n'était pas née avec ce talent. Pleine d'espoir, la fillette rentra chez elle, mais sa joie diminua peu à peu lorsque la lumière cessa de suivre ses pas. Intrigué par cette histoire, l'homme demanda à Coco de lui raconter la suite, mais leur conversation fut interrompue par un grand fracas à l'extérieur de l'atelier. En sortant, ils virent le cocher du carrosse ailé en train de lutter pour maîtriser les chevaux, tandis que le véhicule était renversé au sol. Apercevant ses amis non loin de là, Coco courut vers eux pour comprendre ce qui s'était passé. L'un des garçons accusa Tanel d'être passé sous le carrosse et d'avoir provoqué tout ce chaos. Comprenant que cela pouvait devenir sérieux, la mère de Coco présenta ses excuses au propriétaire du carrosse. Cependant, celles-ci répondirent qu'une simple excuse ne suffisait pas. Non seulement le carrosse appartenait à leur père, mais elle ne pourrait pas rentrer chez elle si personne ne le réparait. Dans ce contexte, le client de la couturière examina un grand cercle dessiné sous le carrosse et proposa de le réparer. Les femmes froncèrent les sourcils et lui demandèrent qui il pensait être pour faire une telle chose. C'est alors qu'il réalisa qu'il ne portait pas le chapeau qui permettait de l'identifier. Après avoir remis son chapeau, il se présente. Kifray, le sorcier. Tous les habitants autour de lui restent perplexes en découvrant la présence d'un lanceur de sorts dans le village, tandis qu'il explique qu'il lui suffit de réappliquer la magie sous le carrosse, bien que cela soit difficile à faire en plein air. En entendant cela, Coco propose immédiatement l'atelier de sa mère pour qu'il puisse y travailler. Pour elle, c'est une occasion unique de voir comment les sorciers utilisent la magie, et peut-être d'apprendre elle-même. Cependant, à sa grande frustration, Kifray lui demande de rester à l'extérieur et de ne laisser personne voir ce qu'il fait à l'intérieur. Attristée, jouant le rôle de petite gardienne, Coco regrette de ne pas pouvoir observer quelque chose qui, à ses yeux, était si libre et omniprésent dans le monde, et non quelque chose à cacher. Malgré tout, sa curiosité d'enfant ne cesse de grandir, et elle lutte contre l'envie de regarder à l'intérieur. C'est alors qu'elle aperçoit ses deux amis s'approcher discrètement de l'atelier, avec l'intention de grimper sur le toit pour espionner Kifray. Sa première réaction est de respecter la demande du sorcier et d'essayer de les arrêter. Mais très vite, sa curiosité prend le dessus. En utilisant une petite fenêtre donnant sur l'intérieur, elle décide de jeter un coup d'œil elle aussi. Mais mystérieusement, un second mur bloque la vue, laissant les enfants frustrés. À cause de cela, Tanel et son ami abandonnent et s'en vont, mais Coco reste un peu plus longtemps, jusqu'à ce que le vent revienne et manque de la faire tomber du toit. Pour éviter de se blesser, elle décide d'entrer dans l'atelier par l'échelle du toit, se rapprochant ainsi au maximum de l'endroit où la magie opère. Même si elle avait déjà cédé à la tentation, elle essaie encore une ou deux fois de résister, mais finit par se pencher pour observer le travail de Kifray. Et là, elle découvre quelque chose d'inattendu. L'homme ne fait que tracer avec une sorte de stylo les motifs effacés sur une plaque magique. Cette vision bouleverse complètement la compréhension de Coco. Elle commence alors à réaliser que la magie n'est peut-être pas quelque chose que l'on invoque, mais quelque chose que l'on dessine. En même temps, elle comprend que la baguette qu'elle avait reçue plus tôt n'en est pas réellement une. Au milieu de tout cela, Kifray annonce qu'il a terminé. Coco se précipite vers la porte de l'atelier, juste à temps pour ne pas éveiller de soupçons sur sa petite désobéissance. Grâce au motif magique réparé, le carrosse peut repartir, et peu après, Kifray lui-même prend congé des artisanes avant de quitter les lieux. Après cette longue journée riche en événements, la mère de Coco avoue qu'elle avait peur que sa fille demande à la sorcière de partir avec lui. Depuis que le père de Coco est tombé malade et est décédé, son départ laisserait sa mère seule au monde. En entendant cela, Coco promet qu'elle n'abandonnera jamais sa mère et la serre fort dans ses bras pour lui montrer son affection. À la tombée de la nuit, elles partagent un repas simple, et la satisfaction de la fillette en dégustant une soupe modeste montre que, malgré leur pauvreté, elle est heureuse aux côtés de sa mère. Quand vient l'heure de dormir, sa mère entre dans sa chambre et semble vouloir dire quelque chose de très important, mais au dernier moment, elle choisit de se taire. Une fois seule, Coco repense à l'inquiétude de sa mère, qui craignait qu'elle parte un jour à cause de sa passion pour la sorcellerie. Même si elle a promis de ne pas le faire, cela ne signifie pas qu'elle abandonnera les découvertes qu'elle a faites ce jour-là.
Elle prend la baguette qu'elle a reçue et découvre qu'il s'agit en réalité d'un stylo et que la petite sphère violette à son extrémité n'est qu'un réservoir en verre contenant l'encre utilisée pour dessiner. En l'essayant, Coco ressent un mélange d'excitation et d'appréhension. Même si la magie est ce qu'elle aime le plus au monde, elle n'a aucune idée de la manière dont elle fonctionne réellement. En copiant les symboles de son livre, elle trace les premières lignes sur une feuille de papier, puis prend une bougie allumée sur l'étagère et la pose sur la table pour mieux voir. Lorsqu'elle termine son premier dessin et que rien ne se produit, elle ressent une certaine frustration. Même si, au fond, elle s'y attendait déjà, car rien ne pouvait être aussi simple qu'elle l'espérait. Cependant, un vent souffla dans sa chambre, faisant vaciller la flamme de la bougie. La chaleur atteignant la pointe du stylo fit tomber une goutte d'encre sur le papier. En refermant le cercle qu'elle avait laissé légèrement ouvert, la réaction fut immédiate. Le dessin prit vie, émettant une lueur colorée qui s'éleva de la page avant de s'estomper comme par magie, laissant place à un petit spectacle visuel semblable à des feux d'artifice miniatures. En regardant cela, les yeux de Coco brillèrent intensément, comme si sa vie prenait enfin tout son sens. Insatisfaite, elle continua à tester de nouveaux dessins. Pendant ce temps, installée dans la forêt, Kifré ne pouvait s'empêcher de penser au livre illustré dont Coco avait parlé, et son inquiétude le poussa à réaliser quelque chose de grave. Un peu plus tard, Coco avait déjà créé plusieurs dessins différents et, grâce à ses expériences, découvrit que les motifs plus grands étaient plus puissants que les petits, bien que plus difficiles à tracer. De plus, les dessins soignés étaient plus précis que ceux réalisés à la hâte. Et s'il y avait bien une chose qu'elle maîtrisait, c'était le dessin. Elle voulait créer quelque chose d'aussi parfait que le travail de Kifré. Coco posa une feuille sur un symbole du livre, profitant de la transparence pour reproduire le dessin en le calquant. Grâce à cette astuce, elle pouvait désormais tracer des motifs beaucoup plus complexes, et lorsqu'elle termina l'un d'eux, elle brûlait d'impatience de voir le résultat. Mais avant que quoi que ce soit ne se produise, Kifré surgit brusquement et tira Coco en arrière de force. Au moment même où une puissante magie s'activait à travers le dessin, des cercles magiques apparurent sous les semelles de ses bottes, permettant au sorcier de rester suspendu dans les airs, tandis qu'il lui demandait avec insistance quel type de magie elle venait de dessiner. Bien sûr, elle n'en avait aucune idée. Au milieu du chaos, la mère de Coco sortit à la recherche de sa fille après avoir entendu un bruit assourdissant venant de la maison. Des cristaux mystérieux se mirent à apparaître, se multipliant et grandissant à une vitesse terrifiante. Depuis le ciel, Coco cria à sa mère de fuir. Mais la femme ne remarqua pas les cristaux à temps et fut entièrement engloutie par cette substance mystérieuse. Désespérée, la fillette tenta de se libérer du sorcier par tous les moyens, mais il refusa catégoriquement de la lâcher, sachant qu'il s'agissait de magie interdite. À un moment donné, Coco réussit à lui échapper et chuta dans le vide, obligeant Kifré à la rattraper au dernier instant. Agissant par pur instinct, elle courut vers les cristaux pour retrouver sa mère, mais le sorcier parvint à la saisir à temps et à la tirer en arrière. En larmes, Coco implora son pardon pour ce qu'elle avait fait, expliquant qu'elle ignorait totalement ce qu'elle manipulait. Kifré comprenait bien qu'elle ne pouvait pas le savoir. La vérité était que cette encre spéciale, combinée à des glyphes magiques prédéfinis, permettait à n'importe qui d'utiliser la magie. Mais maintenant que Coco avait découvert ce secret, il devait effacer sa mémoire. Terrifiée, elle tenta de se débattre et demanda qui sauverait sa mère si elle oubliait tout, surtout qu'elle pensait pouvoir réciter les sorts du livre par cœur. Cela fit soudain réfléchir Kifré au livre dangereux qui avait été laissé derrière. S'il appartenait bien à la personne qu'il soupçonnait, effacer la mémoire de Coco lui ferait perdre sa seule piste. Ne pensant qu'à sa mère, Coco demanda si elle pourrait la sauver en retrouvant le même livre et les mêmes glyphes. Kifré confirma que c'était possible. Alors, la petite fille supplia qu'on ne lui efface pas la mémoire. Le sorcier lui fit promettre de devenir la gardienne du secret de la magie. Une fois sa promesse donnée, il déclara que, dès cet instant, lorsque Coco se réveilla au son du vent, Kifré s'étirait et lui expliqua qu'il leur avait préparé un carrosse de Pégase. Il se montrait soucieux. Voler si haut devait être froid pour elle en pyjama, mais ils arriveraient bientôt. En pointant par la fenêtre, elle resta bouche bée en voyant son atelier et l'école où elle allait apprendre. À pied, Kifré lui fit savoir qu'il avait planté des graines de Guardbriar autour de sa maison.
Celle-ci pousserait et servirait de barrière. Sa maison avait été pétrifiée par un sort inconnu, donc personne ne pourrait s'en approcher. Le sorcier Gojo se tourna vers elle, remarquant qu'elle était contrariée. Elle sanglotait, expliquant qu'elle avait promis à sa mère de ne pas la laisser seule, et qu'elle avait échoué. Kifré la réconforta. Elle ne devait pas être trop dure avec elle-même, elle ne savait tout simplement pas ce qu'elle faisait. Il alluma les lumières et lui dit de laisser couler ses larmes et de regarder devant elle. Optimiste, il affirma que c'était désormais son chez elle et lui tendit une orbe d'eau. Coco fut un peu perdue par la manière dont il lui expliqua cela si naturellement. Kifré, lui, pensait simplement qu'elle aurait besoin de changer de vêtements et disparut avant qu'elle puisse demander comment l'utiliser. Tétia la rassura. Il n'était pas difficile de manipuler cette magie et elle lui proposa de l'enseigner. L'appareil s'appelait apparemment une bulle de vapeur, une magie qui tirait l'eau de l'humidité dans l'air. Tétia prit l'orbe et versa l'eau comme si c'était une bouilloire, et Coco la remercia. Tétia s'illumina. Elle adorait qu'on lui dise merci et la remercia à son tour. Rapidement, elles commencèrent à se remercier à l'excès. C'est alors que Riche dit à Coco d'ignorer Tétia si elle en faisait trop. Tétia trouva cela un peu dur. Elle essayait juste d'aider. Coco aperçut Riche tenant un panier avec un stylo magique et de l'encre, découvrant que les deux filles étaient apprenties sous le maître Kifré. Oh mon Dieu, il est vraiment l'équivalent de Wizard Gojo. Tétia fut un peu confuse, se demandant si Coco n'était pas elle aussi une étudiante. Coco ne se voyait pas encore comme telle. Hier était la première fois qu'elle dessinait un sort. Les deux autres furent étonnés en reconnaissant que c'était elle. Une rumeur circulait sur un étranger ayant utilisé une magie interdite, mais qui avait été accepté comme apprenti avec ses souvenirs intacts. Ces mots inquiétants furent interrompus par l'appel de Kifré à Coco. Il fut heureux que tout le monde fasse connaissance, puis il dit à Riche et Tétia d'aller étudier dans leur chambre après avoir aidé aux tâches du matin. Ensuite, il proposa à Coco ses nouveaux vêtements. C'étaient ceux que portaient ses élèves, et il promit de tout lui expliquer. Une fois habillé, il commença à lui raconter l'histoire de la magie. Autrefois, la magie n'était rien de spécial. Tout ce dont on avait besoin était une combinaison de motifs connus et d'encre spécialement préparée. Cependant, cela provoqua des conflits à maintes reprises. Lorsque les humains ont le pouvoir de tout faire, tout est exactement ce qu'ils font, et de nombreux sorts horribles furent recréés. Les rares personnes encore dotées de conscience se détournèrent du conflit et s'unifièrent en sorcières pour retirer la mémoire de la magie aux autres, ne la confiant qu'à des disciples jurés de la protéger. C'était le jour du pacte. Depuis ce jour, les gens croient que la magie est un pouvoir réservé à quelques élus. Si la vérité se répandait, le monde sombrerait à nouveau dans l'anarchie. Coco s'excusa d'avoir attiré cela sur elle et demanda ce qu'était la magie interdite. Kifré expliqua que c'était la magie créée pendant l'âge du conflit et qui avait été interdite le jour du pacte. C'était une magie destinée à nuire aux autres. Coco courut vers lui, suppliant d'apprendre toute la magie qu'elle n'était pas censée utiliser. Elle avait trop peur de faire quoi que ce soit qu'elle ne connaissait pas. Il se pencha avec douceur. C'était là qu'il disait habituellement à ses élèves de ne pas se précipiter. Mais il avait plus de mal à ne pas tout lui révéler. Il lui permit de suivre son explication. Il y avait d'innombrables sorts interdits, mais l'idée était simple. Tout sort lancé directement sur le corps humain était interdit en toutes circonstances. Cela incluait la transformation, l'altération de l'âge, la téléportation à l'extérieur, les moyens de transport, ainsi que la manipulation des pensées ou des émotions, nuire aux autres, ou même les guérir. Une seule exception, la suppression de la mémoire. La plupart des sorts étaient lancés sur des objets, comme des carrosses, des lampes ou les fenêtres qui permettaient d'accéder à des lieux distants. On appelait cela une fenêtre passage. Elle reliait deux fenêtres rondes portant le même motif. La tour au loin était appelée la tour des tomes, pour préserver le savoir. Tous les livres liés à la magie y étaient dupliqués dès leur rédaction, et Coco devint anxieuse à cette idée. Elle voulait s'y rendre immédiatement. Elle ne pourrait pas dormir tant qu'elle n'aurait pas trouvé une copie du livre. Kifré lui dit de tenir bon. Le serpent de mer devant eux fouetterait sa queue, les éclaboussant violemment. Il appela cela l'épreuve du bibliothécaire. La tour des tomes était protégée par 4 bibliothécaires, et seules les sorcières capables de les surmonter pouvaient y entrer. Coco devrait étudier pour y accéder. Cela rendit Kifré heureux plutôt,
lorsqu'elle exprima son désir ardent d'apprendre. Il était naturel d'avoir peur, mais les sorts non interdits étaient ceux qui pouvaient apporter du bonheur à tous. Alors que la fenêtre laissait entrer un flot de pétales de fleurs blanches, il lui dit qu'elle pourrait peut-être commencer par apprendre des sorts plus doux. C'est ainsi qu'à partir de ce moment, elle l'appela Maître Kifré. Arrivé dans sa chambre, il frappa, mais sa colocataire n'était pas là. Les deux partageraient cet espace de travail, mais elle aurait sa propre chambre. Après l'avoir laissée, il envoya un message pour remercier quelqu'un de lui avoir permis de prendre Coco comme apprenti. Il décida de ne pas chercher d'informations sur le livre d'images pour le moment, car elle semblait trop submergée. En mettant de côté toutes les comparaisons avec Gojo, j'aime vraiment sa personnalité. Il est gentil, réfléchi et passionné par la magie, avec une vision qui semble la guider. Coco allait saisir un stylo, mais elle fut arrêtée par une voix d'enfant autoritaire. « C'est ma partie du bureau. » Au-dessus d'elle, une belle fille descendit, avec une expression alouffe, lui demandant de bouger pour pouvoir atterrir. Coco se présenta à sa colocataire, Agathe Arklem, qui la coupa aussitôt. Agathe savait déjà que Coco était l'outsider dont tout le monde parlait. Elle garda son expression froide tout en s'excusant pour la mère de Coco, mais expliqua que, à cause de ce qui s'était passé, sa mère ne redeviendrait jamais humaine. Elle expliqua à Coco qu'elles avaient passé leur vie à tracer des sauts de lancement, jusqu'à ce que le bout de leurs doigts devienne noir. Elles avaient travaillé sans relâche, jusqu'à réussir les épreuves, et seulement alors avaient-elles été hautes. Pour Agathe, Coco n'était qu'une fille ordinaire qui ne savait rien, et elle pensait qu'elle ne pourrait en aucun cas devenir sorcière. Coco lui répondit qu'elle en était capable, mais avant qu'elle ne commence à se disputer, Tétia fit irruption en annonçant que c'était l'heure du dîner. Coco rougit en entendant son estomac grommeler. Riche, elle, était agacée par le même repas qu'à l'ordinaire. Tétia demanda ce qu'il en était de la fête de bienvenue, et Kifré répondit que c'était trop précipité, il devrait la reporter à plus tard. Apprenant qu'Agathe mangeait dans sa chambre, Kifré espérait qu'elle se joindrait à eux de temps en temps. Le repas fut excellent, mais ce soir-là, Coco pleura en pensant à sa mère avant de s'endormir. Le lendemain, elle réfléchit à ce qu'elle devait accomplir, et Kifré la surprit brusquement, lui rappelant qu'il y avait beaucoup de choses que les livres ne pouvaient enseigner en magie, et qu'elle apprendrait davantage en pratiquant plutôt qu'en lisant. Il lui présenta des composants, des outils pour tracer la magie, et elle fut tellement excitée qu'elle eut peur de tenir à nouveau un stylo, mais elle était déterminée à sauver sa mère. Peu importe la peur, la leçon commença, et apparemment, ce fut trop intense pour elle. Kifré lui proposa une pause, mais comme elle affirma pouvoir gérer, il lui demanda d'expliquer ce qu'elle avait appris. Coco détailla qu'un sort était composé de 3 éléments. Le sigil au centre, entouré de lignes appelées signes, et enfin le cercle extérieur, appelé l'anneau, qui complète le tout. Les types de sigil étaient feu, eau, lumière et vent, déterminant le type de magie. Les signes déterminaient la forme, la taille et la direction de la magie. Enfin, une fois que l'anneau extérieur était complété, il verrouillait le sceau et activait le sort. Coco peinait déjà à mémoriser tout cela. En voyant sa détermination, Kifré apprécia son esprit combatif. Elle froissa son papier parce qu'il était mal fait, mais il lui dit de ne pas le jeter. Elle le supplia de ne pas regarder son travail, car c'était tremblant et désordonné, et il lui répondit que, bien sûr, c'était normal. Elle était encore en train d'apprendre, mais il y avait autre chose sur laquelle elle devait faire attention, le fait que son anneau n'était pas connecté. Un sort ne s'activait que si l'anneau était complet. Il leva sa main, lui expliquant qu'il était naturel d'être instable quand on apprenait à utiliser un nouvel outil. Elle ressemblait à un poulain nouveau-né, qui apprend à se tenir debout, mais bientôt elle s'habituerait et courait librement en un rien de temps. Il lui fit relier la ligne, et l'eau jaillit directement sur Agathe. Coco se sentit tellement mal, surtout parce qu'elle avait ruiné le cercle d'Agathe, et tenta de l'essuyer en agitant son uniforme. Elle était vraiment maladroite. Agathe, elle, conserva son sang-froid et demanda à voir le sceau de magie que Coco avait dessiné. Elle pointa le problème. Un signe était plus long que les autres, ce qui amplifiait la pression dans une direction et provoquait l'explosion d'eau. Kifré complimenta l'acuité d'Agathe, se disant qu'il pouvait laisser Coco sous sa responsabilité. Pendant les 2 ou 3 prochains jours, il devait se rendre au grand hall et confia à Agathe de prendre soin d'elle.
Coco s'excusa encore une fois, mais Agathe lui dit d'arrêter. Elle avait déjà affirmé qu'elle n'était pas dérangée. Elle rappela à Coco qu'elle avait dit vouloir faire ses preuves. Ainsi, à partir de maintenant, plus de leçons confortables. Le vrai test commençait dès maintenant. Kifri passa par la fenêtre magique et se retrouva dans un lieu balayé par une tempête. Il sauta à travers une mystérieuse tour avant d'être soudainement ramené en arrière. Une femme lui lança « À quoi bon avoir un escalier si personne ne l'utilise jamais ?» Elira remarqua que cela faisait longtemps qu'il n'était pas venu au fond marin et le qualifia d'enfant à problème du grand hall. En apprenant qu'il avait une nouvelle apprentie, elle était certaine qu'il causait encore des ennuis. Lorsqu'elle évoqua que Coco pourrait être lié au chapeau à large bord, Kifri se figea. Personne n'avait utilisé la magie interdite depuis 4 ans. Mais ce n'était pas la raison de sa venue. Coco n'avait pas encore passé ses examens, elle n'était donc pas officiellement son apprentie. Or, l'épreuve de cette période de l'année était si dangereuse qu'elle pouvait lui coûter la vie. C'est pour cela qu'il ne voulait pas qu'elle la passe tout de suite. Devant la fenêtre magique, Coco demanda à Agathe si elle était certaine de devoir faire cela sans maître Kifri. Agathe lui répondit qu'elle devrait de toute façon passer seule l'épreuve du Dadaranj à un moment donné. Elle-même l'avait réussi à l'âge de 10 ans. Tous devaient la réussir pour devenir apprentis, et Coco ne faisait pas exception. La première épreuve était le consentement de la couronne. Les participants ne pouvaient emporter que 3 artefacts et leurs composants, et devaient atteindre seuls le sommet du Dadaranj afin de cueillir l'herbe diadème qui y pousse. Agathe lui donna une orbe de guidage pour indiquer le chemin, ainsi qu'une bulle de vapeur pour boire. Mais en plus de cela, Coco voulut aussi des chaussures, les mêmes que celles d'Agathe et de Kifri. Elle avait vu la lueur de l'âme quand Agathe volait et pensait pouvoir peut-être en emprunter une paire. Gênée, elle se ravisa et demanda à Agathe d'oublier, pensant en demander trop. Agathe soupira, retira ses propres chaussures et les lui donna, avant de la pousser à travers le portail. C'est à ce moment-là qu'elle lui rappela quelque chose qu'elle avait oublié de mentionner. Elle ne pouvait passer cette épreuve qu'une seule fois. En cas d'échec, elle ne pourrait jamais devenir apprentie et devrait quitter. Coco fut soudain envahie par la peur, mais elle savait qu'elle devait faire de son mieux. Elle leva l'orbe de guidage et l'aiguille à l'intérieur commença à indiquer une direction en tapotant. Elle se mit en route pour trébucher immédiatement, le visage plongé dans une toile d'araignée, avançant maladroitement. Mais elle se dit que si Agathe avait réussi à 10 ans, elle le pouvait aussi. Elle s'arrêta net en découvrant une zone remplie d'îlots flottants. Son regard se porta sur l'orbe. Il pointait vers le haut. C'était donc là qu'elle devait aller. Elle n'avait pas imaginé que sa destination se trouverait dans le ciel. En voyant un oiseau voler, elle se souvint de ses chaussures. Mais même en criant « Vole !», rien ne se produisit. En les examinant de plus près, elle remarqua que le seau magique était divisé entre le pied droit et le pied gauche. En les alignant parfaitement, elles s'illuminèrent d'une lueur verte. Coco se retrouva alors en train de voler, avant de retomber brusquement dans un buisson. Elle pensa que Kifri avait raison. Elle était comme un nouveau-né maladroit, incapable de se débrouiller. Elle réessaya et se propulsa comme un ballon mal lancé. Il lui fallait simplement du temps pour s'y habituer. Pendant ce temps, au fond marin, Kifri remettait un document de demande. Elira lui dit qu'il n'aurait pas à voyager aussi loin pour chaque petite chose s'il acceptait de s'installer ici. Il pourrait même amener ses élèves. Mais il répondit que l'endroit où il vivait possédait tout ce dont il avait besoin et qu'il ne venait ici que lorsque c'était nécessaire. Elle comprit alors que sa rancune envers le grand hall était profonde et lui conseilla de surveiller ses élèves. Après tout, qui sait ce que des enfants peuvent faire sans adultes à leur âge? Exactement comme Coco à cet instant. Elle pensait s'améliorer, mais continuait à se cogner partout en essayant de monter. Elle s'accrocha de justesse à une branche et aperçut devant elle une petite créature poilue ressemblant à un ver. La petite chose se tortilla et frotta sa queue contre elle, ce qui les surprit tous les deux, les faisant tomber dans l'eau en contrebas. Cette petite créature s'appelait un brush buddy. Coco n'en avait encore jamais vu en vrai auparavant. En sortant de l'étang, la petite créature la suivit, tenant une orbe de guidage. Coco n'était pas du tout contente de voir ses chaussures couvertes de boue. En les nettoyant, elle poussa un cri en remarquant que le seau magique s'était effacé. Elle voulut le redessiner, mais l'encre magique s'était renversée dans son sac. Elle ne savait plus quoi faire. Pendant ce temps, à l'atelier,
Tétia demanda à Agathe où était Coco. Comme c'était l'heure du dîner, elle paniqua en apprenant que Coco était partie au Dada Range alors qu'elle venait à peine d'arriver. Agathe expliqua que la plupart n'arrivaient ici qu'après avoir passé l'épreuve, et que si Coco ne pouvait pas réussir un test aussi simple, elle ne méritait pas d'être apprentie. Agathe détestait les personnes incapables de faire ce qu'elle pouvait faire. Elle ne voyait aucun intérêt à rester avec elle, surtout si c'était des étrangères. Elle dit à Tétia de ne pas s'inquiéter, convaincue que Coco échouerait et reviendrait bientôt. À cette période de l'année, le Dada Range était à son maximum. Avec de simples chaussures d'Axe nouées de soie, Coco ne pourrait jamais voler correctement. Agathe ne voulait pas de quelqu'un qui ne comprenait pas à quel point ce monde était dangereux. Pendant ce temps, Coco continuait d'échouer à monter, même après avoir redessiné le seau magique avec le peu d'encre qu'il lui restait. Elle ne pouvait même plus flotter. Elle envisagea alors de dessiner les seaux directement sur la plante de ses pieds, mais abandonna cette idée. Tracer de la magie sur le corps était interdit. Elle ne savait pas quel sort utiliser dans une situation pareille. Elle commença à se demander si Agathe n'avait pas raison. Tout le monde pouvait dessiner des sorts, mais cela ne signifiait pas qu'ils étaient bons. Peut-être fallait-il être quelqu'un de spécial pour devenir une sorcière. Les autres s'entraînèrent depuis l'enfance. C'est alors qu'elle se souvint de sa mère lui apprenant la couture. Elle avait échoué encore et encore, mais à force de persévérance, son travail était devenu suffisamment bon pour être félicité par Kifri. Elle réalisa alors qu'elle possédait elle aussi sa propre magie. Elle découpa du tissu, l'enroula autour d'une pierre, le trempa, puis commença à dessiner sur sa cape. En pensant à sa mère et à Kifri qui la guidait, ses doigts se mirent à bouger presque tout seuls. Le lendemain matin, Coco attacha sa voile improvisée et salua son petit brush buddy. Son seau magique était assez maladroit. Normalement, le sigil devait être parfaitement centré et les symboles bien équilibrés. On lui avait appris que si les signes n'étaient pas harmonieux, l'énergie pouvait se concentrer trop fortement dans une seule direction. Curieuse, elle décida d'en allonger un volontairement pour voir ce qui se passerait. Pendant ce temps, le petit brush buddy grimpa dans ses vêtements. Elle fut heureuse de voir qu'il voulait l'accompagner. Une fois le saut terminé, son embarcation improvisée décolla à toute vitesse, mais sa cape se détacha. Elle la saisit et se mit à voler avec, portée par son propre sort, un véritable manteau de lumière. Elle était folle de joie. C'était comme un rêve. En regardant en bas, elle aperçut une sphère herbeuse qui lui rappela son foyer. Elle n'aurait jamais imaginé que le fait d'aider sa mère à coudre l'aiderait à apprendre la magie. Mais l'herbe diadème se trouvait encore plus haut. Elle continua de voler et tenta finalement de l'attraper, portée par le souvenir de sa mère, jusqu'à réussir. Pendant ce temps, Kifri commença à paniquer en apprenant par Tétia que Coco était partie seule passer l'épreuve. Il savait qu'elle échouerait s'il intervenait, mais il pensait aussi qu'il était bien trop tôt pour qu'elle passe ce test. Elle n'avait pas grandi entourée de magie comme les autres. Cependant, lorsqu'ils ouvrirent la fenêtre magique vers le lieu de l'épreuve, ils virent Coco revenir, tenant l'herbe. Tétia la serra immédiatement dans ses bras. Coco montra à Agathe la preuve de sa réussite au consentement de la couronne. Agathe la fixa simplement, puis s'éloigna sans un mot. Kifri dit alors à Coco qu'il était dangereux de lancer des sorts sans préparation ni connaissance fondamentale. Il était inquiet, elle aurait pu mourir là-bas. Il lui expliqua qu'elle n'avait pas besoin de risquer sa vie pour prouver quoi que ce soit. Elle était déjà son apprentie. Il lui remit alors ce qu'il était allé chercher, la preuve officielle qu'elle était une sorcière. L'uniforme qu'il lui donna représentait un fardeau posé sur leur tête, un rappel qu'ils ne devaient jamais abuser de la magie. Il lui demanda d'en prendre grand soin. Mais, de retour au Dada Range, un mage mystérieux murmura « La graine a germé ». Le lendemain, Maître Kifri enseigne à Coco la tétrade primaire, qui constitue la base de toute magie. Il lui explique les sauts de l'eau, de la terre, de la lévitation et du feu. Certains, comme l'eau, servent à nourrir la vie, tandis que d'autres, comme le feu, sont utilisés à la fois comme une arme et une protection. Après cette explication, il la laisse s'entraîner seule, pendant que Tétia s'assoit à ses côtés. En faisant des bruits étranges, Coco tente de lancer un sort de Piribal, mais elle ne parvient qu'à créer une petite flamme, qui échappe rapidement à son contrôle. Tétia réagit aussitôt et éteint le feu, arrosant Coco au passage pour stopper l'incident.
Coco la remercie, et lorsque Tetia lui demande ce qu'elle essayait de faire, la jeune fille explique qu'elle s'entraînait en dessin pour améliorer sa magie de lévitation. Maître Kifri s'approche, la sèche avec une serviette et lui rappelle que le saut du feu est dangereux et qu'elle doit donc veiller à en contrôler la taille et l'équilibre. Tetia fait ensuite une démonstration en se faisant léviter elle-même, puis demande à Coco pourquoi elle s'entraîne encore, alors qu'elle aurait déjà dû maîtriser cette magie au champ d'entraînement. Coco répond qu'elle a accidentellement détruit les chaussures Slife qu'Agot lui avait prêtées. Elle s'exerce donc pour pouvoir les réparer avant de les rendre. Elle a réussi à tout réparer, sauf le dessin. À chaque tentative, ses lignes deviennent tremblantes et irrégulières. Son maître prend alors sa plume et lui suggère qu'elle n'est peut-être pas adaptée pour elle. Il lui explique que chaque personne travaille mieux avec des outils différents, selon leur poids et leur prise en main, puis lui propose de choisir une plume qui lui convient. La princesse Tetia s'enthousiasme à l'idée de visiter une boutique de fournitures magiques, et Coco, elle aussi, se remplit d'excitation. Peu après, tout le groupe s'envole vers leur destination, Coco et Agot étant portés par leur maître. Depuis les airs, Kifri montre à Coco la ville des Marshwoods, ainsi que l'île des sorcières construite autour d'elle. Ils finissent par arriver sur place. En voyant autant de sorcières réunies, Coco est émerveillée. Son maître lui explique alors que cette île a été construite à l'origine par les sorcières pour soutenir une... Avec le temps, de plus en plus de sorcières s'y rassemblèrent, transformant l'endroit en une véritable cité magique animée. Pendant que Maître Kifri continue ses explications, Tetia remarque que Coco est tellement fascinée par ce qui l'entoure qu'elle n'écoute même plus. Agot, de son côté, déclare qu'elle a mieux à faire que de servir de guide touristique, puis s'en va en précisant qu'elle a des boutiques à visiter. Après son départ, Maître Kifri demande à Coco comment se passent les choses entre elle et Agot. La jeune fille répond qu'elle aimerait se rapprocher d'elle. Coco poursuit ensuite la visite, jusqu'à ce qu'elle remarque une ruelle sombre et étrange qui l'attire mystérieusement. Mais Tetia l'appelle pour se dépêcher et Coco finit par s'éloigner. Peu après, elles arrivent dans une boutique de fournitures magiques appelée Starry Sword. En ouvrant la porte, Coco découvre un magnifique arbre blanc qui pousse au centre même du magasin. Un vieux sorcier descend et se montre surpris de voir la petite apprentie aussi émerveillée par un simple arbre d'argent, comme une débutante. Maître Kifri explique alors qu'il s'agit de sa nouvelle élève, Coco. Le vieil homme se réjouit enfin de rencontrer l'apprentie dont il a tant entendu parler. Il s'excuse, puis se met à rire comme un grand-père excentrique, tandis que Tetia précise qu'il est le propriétaire de la boutique. Il s'agit de Maître Nolnoa, du magasin Starry Sword. Avec fierté, Nolnoa explique que tout ce qui se trouve ici, des plumes à l'encre, a été fabriqué avec soin par lui et son petit-fils, Tarta. Il invite Coco à découvrir ses créations, et la jeune fille monte avec enthousiasme à l'étage supérieur, où elle aperçoit un garçon en train de sculpter minutieusement des plumes magiques. Pendant que les filles observent les lieux en silence, Maître Nolnoa coupe une branche noire, allume un feu et la plonge dans l'eau. Elles sont stupéfaites de voir l'eau claire devenir lentement noire. Nolnoa explique que lorsque des branches mortes noircissent, on peut les faire bouillir pour en extraire l'excédent, ne laissant derrière elles qu'une encre noire pure utilisée pour la magie. Maître Kifri ajoute que l'encre ordinaire est faite à partir de suies d'arbres normaux, tandis que l'encre d'invocation est littéralement le sang d'un arbre d'argent. C'est pourquoi elle est d'une importance capitale pour toutes les sorcières. Cela rappelle à Tetia une ancienne légende inquiétante, selon laquelle tout aurait commencé lorsqu'un arbre d'argent tomba amoureux d'une sorcière et lui offrit ses branches ainsi que son sang par amour, lesquelles devinrent son encre et sa baguette. En entendant le mot baguette, Coco s'enthousiasme immédiatement. Maître Nolnoa lui demande alors doucement si elle souhaite en acheter une. Elle accepte avec joie. Le vieil homme choisit un petit récipient en verre, y verse soigneusement de l'encre, puis le lui remet en lui disant qu'elle trouvera sans aucun doute la baguette qui lui correspond. Coco, ravie, descend ensuite les escaliers avec Tetia, lorsqu'elle aperçoit soudain une silhouette étrange qui l'observe discrètement à travers la fenêtre. Sans hésiter, elle sort précipitamment pour voir de qui il s'agit et se lance à sa poursuite. Tetia panique, ne sachant quoi faire, et les autres se mettent rapidement à courir derrière elle. En pleine course, Coco percute Agot, et Tetia ainsi que Risha l'entraînent aussitôt avec elle. La silhouette mystérieuse conduit Coco à travers plusieurs ruelles étroites,
formant un véritable labyrinthe. Derrière elle, les autres lui crient de s'arrêter et de revenir. Soudain, un épais brouillard étrange les enveloppe tous. Puis ils disparaissent, laissant Brush Buddy complètement seul. Agot attrape le bras de Coco pour l'arrêter et lui demande où elle compte aller ainsi. Coco explique qu'elle vient de voir la personne qui lui a donné le livre de magie interdite. Mais lorsqu'elle regarde à nouveau devant elle, il n'y a plus personne. Agot soupire et dit que c'était une perte de temps, tandis que Tétia tente de rester positive en affirmant qu'au moins, elles ne se sont pas séparées. À ce moment-là, Risha remarque que l'environnement autour d'elle semble totalement différent et que Brush Buddy n'est plus là, ce qui prouve que quelque chose ne va pas. Agot acquiesce, recule légèrement, puis examine le sol et les murs. Elle remarque qu'ils sont faits d'une pierre blanche inconnue, qui n'existe pas à Kaolin, l'endroit où elle se trouvait quelques instants plus tôt. En entendant cela, Tétia réalise qu'elles ne sont plus à Kaolin et commence à protester, affirmant qu'elles n'ont traversé aucun portail magique ni utilisé de téléportation. Elle s'envole aussitôt pour observer les environs d'en haut. Agot suggère qu'elles ont peut-être été téléportées sans même s'en rendre compte. Coco, nerveuse, rappelle que ce type de sort est interdit. Risha conclut alors que cela signifie clairement que de la magie interdite a été utilisée. Quand Tétia redescend, elle panique complètement, se met à courir dans tous les sens et déclare qu'elles doivent absolument quitter cet endroit immédiatement. Agot lui demande ce qu'elle a vu, mais Tétia répond que ce n'est pas une question de ce qu'elles ont vu, mais plutôt que quelque chose les a déjà vus. À cet instant précis, un dragon surgit devant elle, confirmant qu'une mystérieuse personne est derrière toute cette situation. Pendant ce temps, de retour à la boutique, Maître Kifri cherche ses apprentis. Il s'approche de Nolnoa et lui demande s'il les a vus. Nolnoa répond qu'il pensait simplement que les filles s'étaient ennuyées et étaient sorties se promener. Mais cette explication ne convainc pas Kifri, car la boutique est l'endroit le plus intéressant des environs. Pendant ce temps, les filles restent figées face au dragon. Mais Agot réagit rapidement et élabore un plan. Elle leur dit de maintenir un contact visuel avec la créature tout en reculant lentement. Elles doivent continuer ainsi jusqu'à ce qu'elle donne le signal. Puis, courir. Toutes suivent ses instructions, et au moment venu, elles s'élancent en courant, le dragon se lançant à leur poursuite. Alors qu'il se rapproche dangereusement, Agot lance rapidement un sort de feu tout en criant aux autres de continuer à courir. En chemin, Coco admire le sort et lui demande si c'était de la magie de feu. Agot explique qu'elle a combiné le feu et le vent. Coco, étonnée, lui demande si elle a dessiné le sort aussi rapidement, mais Agot nie. Elle lui montre alors sa paume et explique qu'elle prépare leur sort à l'avance en les dessinant là, en laissant le cercle ouvert, puis en le refermant au moment de l'utiliser. Alors que Coco est impressionnée, Agot lui rappelle brusquement qu'elles sont toujours en danger. Quelques instants plus tard, elles arrivent face à une impasse. Tétia, terrifiée, tombe à genoux, mais Agot la calme et lui rappelle qu'elles sont des apprenties sorcières et qu'elles trouveront une solution. Elle propose un plan. Elle va préparer un sort pour briser le mur pendant que Riche et Tétia distrairont le dragon. Ce plan solide rassure tout le monde, sauf Coco. Une douleur serre sa poitrine, car elle a vu quelque chose dans le regard de Tétia. Son amie la tient secrètement responsable de tout cela, et ce qui fait encore plus mal à Coco, c'est qu'elle sait qu'elle n'a pas tort de penser ainsi. Pendant ce temps, Tétia dessine un petit symbole de lévitation sur un morceau de papier, puis enlève sa robe. Ensuite, Tétia place le seau à l'intérieur de sa robe, ce qui la fait s'envoler et servir d'appât pour distraire le dragon. Son sort redonne espoir à tout le monde. Pendant que Coco observe sa magie avec émerveillement, elle remarque au loin un sceau magique dessiné sur une tour. Elle attrape aussitôt Agot pour lui en parler. Mais ce faisant, elle gâche son sort et la met en colère. Agot s'énerve et lui crie dessus, disant que c'est du bon sens de ne pas déranger quelqu'un en plein tracé de sort. Quand Coco explique que c'était un accident, Agot réplique sèchement que tout ce qu'elle fait est toujours un accident. Depuis le moment où elle a gelé sa mère jusqu'à leur situation actuelle, tout est de sa faute, alors elle devrait arrêter de tout gâcher. Tétia, hésitante, demande ce qu'elles doivent faire maintenant, et Agot répond qu'elles n'ont plus le temps de recommencer. Mais Riche intervient et dit que ce n'est pas grave, car elle dessinait un sort depuis tout ce temps. Son sort est terminé et ouvre un trou parfait dans le mur. Agot la félicite pour son excellent travail et propose qu'elle laisse cette impasse derrière elle. Puis, elle jette un regard froid à Coco
et admet que ses paroles ne concernaient pas seulement le labyrinthe. Tétia se sent mal pour Coco, mais quand Agathe l'appelle, elle entre dans le passage, la laissant derrière. Voyant cela, Coco avance lentement, désespérée, serrant son chapeau de sorcière, se demandant ce que Maître Kifri lui dirait de faire dans une telle situation. Pendant ce temps, à la boutique, Maître Kifri saute du toit après n'avoir trouvé aucune trace des filles en ville. Il regrette de ne pas avoir anticipé que les chapeaux à bord s'intéresseraient à Coco en premier. Tarta mentionne alors qu'il a vu la sorcière masquée que Coco poursuivait. Les chapeaux à bord sont une organisation maléfique de sorcières qui utilisent la magie interdite et cachent leur visage derrière des masques. Kifri sait que Coco pourrait être une piste pour les retrouver, mais il ne s'attendait pas à ce qu'elles viennent directement à elle. Il demande à Tarta s'il a d'autres indices, mais le garçon s'excuse, disant qu'il ne se souvient de rien de plus. À cet instant, Brush Buddy tire sur la robe de Kifri et lui montre l'endroit où Coco et les autres ont disparu. Sans perdre une seconde, Kifri se précipite dans cette direction, priant pour qu'elles soient toutes en sécurité.